Donc, on est de retour pour une interview avec Marie-Diane Messirel, qui est l'auteur du roman que j'ai lu récemment, Les Accords silencieux. Bonjour Marie-Diane, vous êtes à Singapour donc? Bonjour Charles, oui, je suis à Singapour là. Bon, ben parfait. Donc, une petite introduction sur vous et sur votre carrière. Ce roman, c'est votre quatrième roman. Vous êtes originairement française, vous avez vécu un petit peu partout, notamment en Grèce et en Croatie et à Hong Kong plus récemment. Ce qui a donné naissance à vos trois premiers romans, les deux premiers qui se situent en Grèce, qui s'intitulent Un été à Patmos. Deuxième roman basé en Grèce, Un héritage grec, publié en 2014. Et puis un troisième roman situé en Croatie où vous viviez, qui s'intitule 8 mois pour te perdre. Et donc ce quatrième roman, Les Accords silencieux, basé entre Hong Kong, New York, et plusieurs autres lieux et plusieurs autres époques dont on va parler dans l'interview. Le livre s'accorde donc du thème de la musique, autour d'un objet central qui est un piano. Racontez-nous un petit peu l'inspiration de ce roman. Quels éléments étaient à l'origine de l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? C'était un piano? C'était le morceau? C'était un lieu? Que la réponse soit très simple, malheureusement c'est un peu plus compliqué. Je pense que le point de départ c'est un lieu, c'est Hong Kong. Parce que j'étais à Hong Kong quand j'ai voulu écrire ce quatrième roman et je voulais écrire sur les étudiants à Hong Kong. Je me suis installée à Hong Kong avec ma famille en 2014. C'est le moment où il y a eu la révolution des parapluies et ce grand mouvement qui n'était pas qu'un mouvement étudiant mais qui a été vraiment porté dans la durée par les étudiants qui ont occupé Centrale de septembre à décembre. Donc c'est long, ils avaient installé un vrai village dans la ville. Ça a été un mouvement absolument magnifique parce que plein d'espoir, enfin en tout cas avec beaucoup d'espérance et une mobilisation à laquelle je pense, surtout chez les jeunes, on ne s'attendait pas forcément à Hong Kong. Mais ça aussi, le mouvement portait déjà malheureusement la précipitation des événements auxquels on a pu assister ces dernières années. Mais moi, en fait, d'assister à ce mouvement pacifiste des étudiants, extrêmement mobilisés, ça m'a beaucoup touchée. Et je voulais écrire là-dessus, d'autant plus que j'avais été étudiante moi-même à Hong Kong en 2003 et que c'était une expérience qui a été interrompue par l'épidémie de SRAS. Et j'ai toujours eu le sentiment de quelque chose d'inachevé. Donc je voulais faire quelque chose là-dessus. Ce qui m'a amené à rencontrer énormément d'étudiants, à prendre beaucoup de café dans nombreuses universités, à apprendre plein de choses et à faire de très belles rencontres. C'était merveilleux, j'ai acquis un matériau très riche, mais je n'avais pas de fiction qui naissait. Or moi, j'écris des fictions, pas des essais, Et donc j'étais un peu frustrée parce que je n'arrivais pas à avancer. Mais par ailleurs, sur un autre continent, qui est le continent américain, dont ma mère est d'origine puisqu'elle est américaine du New Jersey. Mon grand-père était était hospitalisé et on a vidé sa maison. Et donc j'ai eu plusieurs étés que j'ai passés aux États-Unis à faire du tri dans ses archives, et puis aussi à beaucoup parler avec lui parce que finalement c'est un peu triste, mais il était immobilisé sur un lit. Ça nous a donné beaucoup d'occasions d'échange. Ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvée avec une mémoire familiale énorme de photos, de lettres qui m'inspiraient beaucoup, dont je voulais faire quelque chose. Je ne savais pas quoi. De l'autre côté, j'avais mes étudiants chinois qui me fascinaient, mais dont je réalisais à chaque fois qu'ils n'avaient aucune mémoire familiale. Et quelque part, je crois que c'est entre ce trop-plein de mon côté et ce vide d'un autre qu'a germé l'idée. Mais il y a quand même un piano dans l'histoire de tout ça, c'est qu'on a un piano familial qui était à mon arrière-grand-mère, donc des Américains mais d'origine allemande. Et c'est un piano qui est passé de mon arrière-grand-mère à mon grand-père, à ma mère aujourd'hui, sur lequel mes enfants jouent. Et c'est un piano qui est assez extraordinaire parce que c'est un des premiers pianos mécaniques. Dans lesquels il y a des enregistrements de Rachmaninoff qu'on peut mettre dans le piano et le piano joue tout seul. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et je crois que le piano a réuni mes deux mondes avec une alchimie que je n'explique pas trop, qui est un peu magique. Et c'est là où je disais, c'est difficile de répondre à l'inspiration. Mais c'est vraiment ces trois éléments qui se sont rencontrés et qui ont donné naissance à ce roman. C'est absolument fascinant, donc ça permet de mieux comprendre un petit peu
l'élément de transmission et d'héritage dans ce roman, parce que en fait, il y a plusieurs générations qui se succèdent et qui se transmettent des talents musicaux ou des valeurs. Donc et maintenant, grâce à votre réponse, en fait, on situe un peu mieux l'origine de ce thème dans votre roman. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cette structure temporelle, à travers le temps, à travers tous ces destins? Comment vous avez construit le roman? C'est parti d'un personnage spécifique, ou vous aviez en tête déjà plusieurs personnages qui se croisent à travers les temps? J'avais dès le départ envie, et vous avez utilisé ce mot de transmission avant, qui est vraiment au cœur du roman. Et j'avais envie de cette rencontre entre une personne âgée, une personne jeune et d'origines différentes. Donc les personnages qu'on trouve au début du livre, qui sont Tilly et Exia, étaient là depuis le début. Et je savais que je voulais remonter dans leur vie et créer ces échos, ces résonances, toutes ces correspondances entre les époques et les continents. J'ai assez vite su aussi que ce serait pas, non, assez vite, peut-être doucement, mais que ce serait pas non plus un roman historique. C'est-à-dire qu'il faut le savoir quand on ouvre le livre, c'est pas un roman qui a pour ambition de raconter en détail telle et telle époque. C'est vraiment un peu comme un tableau impressionniste dans lequel il y a des touches. Mon but, c'est de faire sentir toutes ces résonances et pour faire passer un des plus grands messages du livre, qui est un désir d'éternité, de par l'amour et de par ce qu'on transmet aux êtres qu'on aime et ce dont on est l'héritier. En fait, on est chacun porteur de tout cet amour qu'on a reçu, parfois par doses différentes et par des rencontres différentes. Mais en créant cette structure un peu complexe, où il y a des allers-retours dans le temps et entre les continents, je voulais créer ce sentiment qui transcende le temps et l'espace. C'était vraiment ça ma volonté. Et la structure, curieusement, elle est venue en été telle qu'elle, le chapitre par chapitre. Elle n'a pas bougé du moment où je l'ai définie. En revanche, bien sûr, à l'intérieur de la structure, tout a évolué parce que j'ai fait énormément de recherches et qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai fait des découvertes. Mais j'aime bien comparer ça à une carte de voyage, c'est-à-dire surtout à l'époque où on avait le temps de faire des grands voyages backpacker, et on se disait j'ai un billet, je pars de Bombay et puis je sais pas, je redécollerai de Madras. On connaît les étapes incontournables. On ne sait pas qui on va rencontrer en route. Il va y avoir plein de surprises, il va y avoir des impondérables, des choses qu'on ne peut pas, ou des imprévisibles. C'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre. C'est-à-dire que j'ai eu ma carte de route tout de suite, de manière étonnante, parce que quand je revois aujourd'hui la structure, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais toujours j'y suis restée fidèle, et même après dans des discussions avec les éditeurs où il y a eu des discussions là-dessus, je suis restée très ferme parce que c'est ça qui m'a conduit dans cette aventure. C'est intéressant cette analogie d'une carte routière, parce que après avoir lu le roman, je me suis dessiné en fait une petite carte sur comment tous les personnages sont reliés, les arbres généalogiques, qui était marié avec qui, etc. Et en fait, c'était fait de manière très élégante. J'ai trouvé que tous ces personnages sont reliés de manière qui évolue en fait et assez organique. Donc c'est intéressant de savoir que c'était fait. Vous aviez deux points de départ, mais en fait vous avez navigué à vue, on dirait. Et j'ai conscience que c'est un peu complexe, mais c'est ce qui m'a aussi intéressée dans cette écriture, c'est de réaliser que quand on écrit, on doit faire confiance à son lecteur. Et moi, je demande à mon lecteur un peu d'effort, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'époques, on ne sait pas tout de suite. Et j'ai conscience de la difficulté que ça implique, surtout de nos jours où on est vite déconcentré. Et en revanche, c'est un livre qui est assez court, il fait que 250 pages quand on pense que ça couvre 100 ans d'histoire. Mais il faut un peu de concentration et puis aussi accepter de se laisser porter. Et c'est un peu le pari, c'est ce que je demande aux lecteurs quand ils rentrent, c'est de me faire confiance et de se laisser un peu porter, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments au-delà de l'aspect vraiment intellectuel quand on veut reprendre et tout mettre. C'est de se laisser porter par la musique, par les ambiances, et aussi vivre un peu sans tout comprendre et puis se laisser surprendre au fur et à mesure.
Mhm, tout à fait. Donc, en parlant de musique, donc, qui est très centrale, dans ce roman, vous évoquez plein de musiques. Il y a un côté un peu jazz à New York, il y a des pianistes comme Rachmaninoff, il y a des morceaux très élégants, classiques, partout. Mais il y a un morceau en particulier qui est le centre un petit peu le centre musical de ce roman, qui est cet adagio de Bach en ré mineur. En préparant l'interview, on avait parlé que je connaissais en fait ce morceau. Pourquoi ce morceau? Qu'est-ce qui vous a attiré à ce morceau spécifiquement? Qu'est-ce qui symbolise par rapport à l'histoire? Est-ce qu'il y avait une connexion par rapport à la structure du morceau, à l'harmonie du morceau qui connectait à l'histoire? Alors, je suis pas suffisamment. J'aurais adoré être plus musicienne et pouvoir faire une vraie construction quasiment musicale du livre en suivant, je sais pas, la structure d'une symphonie ou enfin comme d'autres écrivains ont su très bien le faire. Moi, j'ai malheureusement pas ces connaissances, mais je voulais en tout cas qu'il y ait un thème. J'étais très sensible, surtout comme il y a dans le livre cet éternel recommencement, ce cycle, des idées de cycle et d'éternité dans lequel j'essaie d'inscrire mes personnages. Je voulais qu'il y ait ce thème qui est récurrent, qui revienne. Il fallait que ce soit pas trop long parce que je voulais que ce soit quelque chose un peu comme je crois que vous savez le jouer ce morceau, mais donc il n'est pas si simple que ça, pas aussi simple qu'il en a l'air, mais je voulais qu'il y ait un peu ce côté on le pianote quasiment d'une main face à quelque chose qui vienne facilement. C'était Bach inévitablement, je voulais vraiment que ce soit Bach. J'avais plus en tête les variations Goldberg parce que dans les variations il y a cette idée de cycle et de recommencement, mais les variations c'est long, donc ça correspondait pas. Alors j'aurais pu choisir l'aria et en fait en écoutant Bach, et j'aime beaucoup le pianiste Alexandre Tarot, et en fait il a enregistré plusieurs fois ce morceau. Et à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et le fait de beaucoup écouter ses enregistrements à lui, c'est comme ça que j'ai fait le choix de ce morceau-là. Et après, je l'ai écouté sous toutes les déclinaisons, au violoncelle par Rostropovitch. Enfin, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai sur Spotify une playlist avec plein d'interprétations différentes de cet adagio. Et c'est ça que je trouve merveilleux. C'est la même partition, mais chacun y apporte un peu de son âme. D'accord. Vous avez d'ailleurs assemblé une très belle playlist que vous m'avez envoyée et que je vais essayer de joindre le lien pour ceux qui regardent, qui peuvent l'écouter pendant qu'ils lisent votre roman. En tout cas, moi j'écoutais, j'avais en boucle cet adagio, donc c'était très agréable comme lecture. Donc par rapport au reste de votre œuvre, ce livre, comment vous le situez par rapport au reste à vos romans précédents? Comment vous pensez qu'il vous a aidé à évoluer en tant qu'auteur? Comment ça s'inscrit dans le reste de votre bibliographie? Alors, il est très important, et moi j'aime bien les dates et les symboles, mais mon premier roman est sorti en 2012. Et là, juste 10 ans plus tard, sortent Les Accords silencieux. Et j'aime bien l'idée que c'est mon first decade d'écriture. J'espère le premier de plusieurs. Mais au-delà de ça et de l'anecdote, pour moi, c'est vraiment une étape parce que j'ai l'impression, si je pense à mon premier roman et je pense à celui-là, je crois que j'ai écrit le livre que je voulais écrire il y a 10 ans. Et je crois vraiment qu'il a fallu que j'écrive les autres pour arriver à celui-là. Alors, c'est très personnel, c'est pas une question de... Je dis pas il est meilleur ou il est très bon, mais d'un point de vue personnel et d'aboutissement d'écriture, ça a vraiment été une étape. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir de la part de lecteurs qui ont lu les précédents. Quand on me dit « Ah, mais t'as fait un pas énorme » et parfois les gens hésitent en disant « Mais ça veut pas dire que les autres étaient pas bien » et je dis « Mais je reconnais ça et je pense qu'il faut être très, très humble. » Mais bon, il y a des écrivains qui sont successful, enfin qui ont du succès tout de suite, qui arrivent, qui se trouvent très vite, mais c'est aussi un long chemin. Et moi, je crois que j'avais besoin de beaucoup d'étapes. J'ai commencé assez tard, j'ai écrit à 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans, mon premier livre.
Je crois que j'avais besoin de me construire une légitimité. J'ai voulu d'abord écrire sur des sujets que je maîtrisais, que je connaissais très bien, en me disant c'est là-dessus que c'est là que j'ai quelque chose à apporter et à partager, parce que j'ai une vraie expérience de certains pays. Avec ce livre-là, j'ai découvert la vraie liberté du romancier, en fait, que je ne m'étais pas forcément autorisée. Donc je suis rentrée dans des sujets que pourtant je trouve qu'ils sont un peu des chasses gardées, parce que la Chine, pour moi, c'est surtout, moi je ne parle pas chinois, enfin j'ai essayé, mais je suis vraiment pas très très douée. Oui, la révolution culturelle aussi, c'est un sujet. Des sinologues, enfin on se dit un peu, bon, j'y touche pas. De la même façon, la musique, c'est un peu, enfin moi qui adore la musique, tout en n'étant pas musicienne, c'est un peu sacré. Enfin, moi j'avais un peu ce sentiment, est-ce que je peux toucher à tout ça? Et en fait, l'idée c'était, ce que j'ai découvert vraiment, c'est cette liberté de juste partager ce que tout cela évoque chez moi et ce que ça fait naître, et toutes les émotions, tout un vécu, qui sont pas forcément mon vécu personnel, bien entendu. Et puis ce que j'ai vraiment découvert, c'est que je pense que j'ai mis mon stylo, enfin j'écris plus vraiment avec un stylo, j'écris plutôt avec mes 10 doigts, mais j'ai un peu déplacé le curseur, je suis un peu plus passée de ma tête à mon cœur. Et il y a une expression que je reprends dans le livre, qui est une expression qu'on trouve chez François Cheng, et je le dis de certains de mes musiciens dans le livre, ils jouent à la pointe du cœur. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'écrire ce livre à la pointe du cœur, et j'espère qu'à partir de maintenant, j'écrirai toujours mes livres à partir de là. Alors, parlez-nous un petit peu, vous avez évoqué François Cheng, parlez-nous un petit peu de cet écrivain. C'est un poète qui vous a accompagné dans l'écriture de ce livre. En quelle manière? Comment vous avez collaboré ensemble? Vous pouvez nous éclaircir tout ça? J'ai découvert François Cheng, il y a exactement, en 2003 ou 2002, quand je suis partie à Hong Kong, justement. Ça faisait partie des livres que j'avais emmenés. Je voulais avoir des lectures. J'ai toujours voyagé avec des lectures liées au pays dans lesquels je me rendais. Et je ne connaissais pas du tout François Cheng. J'ai commencé par ses romans. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien François Cheng, qui est aujourd'hui académicien français, mais qui a quitté la Chine quand il devait avoir à peu près 20 ans pour la France. Il a fui la Chine communiste, et il a été professeur au Langzhou de chinois, de philosophie chinoise. Il est aussi calligraphe, il peint, il a écrit sur la peinture chinoise, sur Shitao. Et puis il en est venu au roman, il a écrit beaucoup d'essais et beaucoup de poésie. C'est aussi un grand traducteur de littérature chinoise, donc beaucoup de ce qu'on a en français de poésie chinoise, c'est des traductions de François Cheng. Et donc moi je l'ai découvert par ses romans, et notamment un roman qui s'appelle « L'éternité n'est pas de trop ». Et je le cite vraiment parce que pour moi ce livre, sans dire j'ai voulu écrire un écho à son livre, c'est pas tout à fait ça, mais son livre, ça a été une vraie rencontre très forte. Et je voulais juste vous dire, il y a une toute petite phrase, mais je pense que comme vous avez lu mon livre, ça vous comprendrez. Mais c'est un extrait de « L'éternité n'est pas de trop », et où il est écrit « Les êtres qui s'aiment vraiment ne sont limités ni par l'espace, ni par le temps. Ils sont liés par l'âme, un lien bien plus intime, plus inséparable que celui du corps. » Et ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est le cœur de votre histoire. Voilà. Et donc ça, c'est une chose. Et puis, plus récemment, et surtout quand j'étais à Hong Kong, quand j'écrivais les accords silencieux, je me suis mise à relire beaucoup de poésie, ce que je ne faisais pas particulièrement avant. Et tout spécifiquement sa poésie. Et notamment, ses derniers recueils, ce sont tous des quatrains. Donc ça reprend... et les quatrains, c'est aussi une forme consacrée dans la poésie chinoise, donc, mais aussi dans notre poésie française. Donc il y a cet écho entre les deux langues. Et moi, je lis tous les matins ces poèmes, et j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, à Hong Kong, à marcher.
et la musique de ces mots m'a accompagné, le sens. Et j'ai volontairement, au début de chaque partie du livre, de mon roman, mis en exergue un poème de François Cheng, parce que je pense que ça aide de son champ lexical à ces thématiques, à une certaine spiritualité qui est entre l'Orient et l'Occident dans ses écrits. Tout ça, ça m'a vraiment nourrie. Et je crois que ça a vraiment changé ma façon d'écrire aussi, sans être, tout en étant très éloignée de ce qu'il est. Mais pour moi, c'est vraiment ça illustre comment un autre écrivain peut oui, nous inspire, nous guide. Et en l'occurrence, ça a été un vrai guide pour moi dans cette écriture. Je me dis, si lui, il a eu cette confiance aussi d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, et puis c'est un initiateur. Et moi, j'avoue que je suis très sensible à ces écrivains qui sont des passeurs de culture, qui sont, je pense, quand on a beaucoup voyagé, quand on est soi-même d'une double nationalité, on a conscience de l'importance de personnes qui font le lien. Et François Cheng, c'est vraiment pour moi une consécration de ce qu'on peut faire dans le dialogue des cultures, des langues surtout, des échos. Voilà, donc il est très important. Et en termes de vos inspirations originelles, on va dire, par rapport à ce qui vous a poussé au départ à l'écriture, votre premier roman, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir auteur? Qu'est-ce que vous souhaitiez exprimer? Et puis, au départ, quels étaient certains auteurs qui vous ont inspiré dans cette exploration? Alors, moi, j'aime beaucoup voyager dans le temps et dans l'espace, un peu comme dans mon roman. Et donc, quand je lis, j'aime qu'on m'emmène quelque part. J'aime le romanesque, et j'ai envie de partir. J'ai envie de partir ailleurs, tout en étant très proche des personnages. Donc là, je parle de mes lectures. Je pourrais remonter très très loin, mais si je pense à des grands écrivains qui m'ont marqué, c'est des Joseph Kessel, des Romain Gary, où il y a cette dualité entre le côté épique, romanesque de l'aventure, tout en étant à chaque fois, il y a des personnages qui sont complexes, qui sont ni blancs ni noirs, un peu troubles, mais dont on se sent proche parce qu'ils nous font tellement rentrer dans leurs personnages. Et ça, j'aime beaucoup ce contraste entre le grand voyage et l'intime. Et donc ça, c'est sûr que la dimension, cette dimension voyage-aventure a toujours été très importante pour moi. Et parce qu'elle m'a poussée aussi à partir. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très timide, plutôt peureuse, pas du tout une aventurière, quoi que ce soit, mais dès que j'ai pu, j'ai voulu partir et vivre des expériences parce que justement, je sentais bien que, compte tenu de ma personnalité, si je restais dans mon petit cocon parisien, je vivrais pas. Et donc, j'ai d'abord voulu vivre par le voyage et poussée par tous ces écrivains, en fait, par des Laurence Durel, par Michel Déon, enfin tous ces écrivains qui ont voyagé et le voyage a nourri leur fiction. Donc ça, c'est très important. Vous avez souhaité un petit peu confronter cette timidité et cette peur par le voyage, en vous transportant dans différents lieux et aussi par l'écriture, on peut dire ça comme ça? Oui, parce que l'écriture, ça me pousse aussi à dépasser ses craintes. Je pense qu'il faut une certaine confiance, il faut prendre des risques. Ouais. Il faut se révéler en tant que personne, en tant qu'écrivain. C'est assez difficile pour quelqu'un qui est timide, comme vous dites. Oui. Et ensuite, moi, ce que je découvre de plus en plus en écrivant, c'est que ça me permet vraiment
j'ai un espace où je vis exactement là où j'ai envie de vivre. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est plus à quel degré de mon être j'ai envie de vivre. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc tous ceux qui savent ce que c'est que l'hypersensibilité comprendront, mais je pleure très facilement, j'ai des émotions très très fortes. Et ça, la société le reçoit pas très bien. Ça, c'est difficile pour des gens de voir quelqu'un pleurer, c'est difficile de voir des gens aussi émotifs. Quand on écrit, on vit les choses pleinement. Et moi, j'écris, j'ai des boîtes de mouchoirs à côté de moi. Enfin, je caricature un peu le trait, mais il y a un côté d'être vraiment de pouvoir vivre pleinement ses émotions, de les exprimer au bout. Et puis, le degré d'intimité qu'on crée avec un personnage, c'est quelque chose... je crois que dans l'idéal, on voudrait pouvoir être aussi proche des gens dans la vie. Mais je pense qu'avec son lecteur, quelque part, on crée cette intimité aussi. On crée un espace qui après échappe à l'écrivain, mais on crée ce temps où on est ensemble et où les cœurs battent ensemble et on pleure ensemble, on est en colère ensemble. Et ça, je trouve que c'est... Avec des accords silencieux, en fait, Voilà. entre l'auteur entre l'auteur et le lecteur. Oui, exactement. Et ça me plaît beaucoup. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez... Donc, vous avez fini 4 livres en une décennie. Qu'est-ce que vous avez comme prochain projet littéraire? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un prochain roman? Ou qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Qu'est-ce que vous voyez comme direction à prendre prochainement? Je crois que je vais être particulièrement exigeante parce que l'écriture des accords silencieux, ça a été une vraie aventure. C'est un livre qui m'a fait non seulement faire du chemin d'un point de vue littéraire, comme on l'expliquait tout à l'heure, mais aussi, je crois qu'humainement, personnellement, j'ai beaucoup grandi en écrivant ce livre. Donc maintenant, je crois que je vais avoir envie de vivre toujours des expériences comme ça quand j'écris. Donc ça va me rendre un peu plus exigeante. Après, je crois que je garde mon moteur, je ne vais pas dire fonds de commerce, ça fait, mais il y a voilà, je suis quand même nourrie par les endroits où je vis et je sais que c'est la flamme de départ, elle est dans tous ces lieux que je découvre et que j'ai la chance de vivre et dans le quotidien. Et donc ça fait 2 ans là que je vis à Singapour. Et je pense que c'est étonnant parce que la ville telle qu'elle est aujourd'hui, on peut dire que c'est pas vraiment le terreau absolument de l'aventurier ou ni de... Mais c'est une ville qui a une grande histoire, qui est un qui est un vrai carrefour, qui a un melting pot de culture, et je trouve que je sens, j'ai pas mal de pistes ici. Alors je suis un peu, pour être très honnête, un peu dans la situation qu'on décrivait au départ, c'est-à-dire que j'ai un thème, je le travaille, je le documente, mais pour le moment, il n'y a pas encore de fiction qui est sortie. Donc je ne sais pas, il va falloir faire confiance et se dire qu'à un moment, ça va rencontrer peut-être d'autres cheminements personnels et donner naissance à un 5e roman. Un 5e roman, potentiellement inspiré par Singapour, donc très intéressant. Très bien, bon, on vous souhaite bonne chance pour ça. En tout cas, ceux qui nous regardent, vous pouvez lire donc Les Accords silencieux de Marie-Diane Messirel. En tout cas, merci beaucoup Marie-Diane pour cette interview et d'avoir répondu à mes questions. Et bonne chance pour la suite de vos écritures et de vos romans. On reste à l'écoute et on reste en attente de votre prochain livre. Charles, merci pour cette rencontre et pour toutes ces découvertes que vous nous faites faire, parce que c'est un bel éclectisme et j'avoue que j'aime beaucoup faire des découvertes grâce à toutes vos lectures. Merci. Merci. Bonne journée Marie-Diane. Au revoir Charles.